8h19 sur Europe 1 en vidéo sur europe1.fr. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le chef d'état-major des armées, l'amiral Édouard Guillot. Amiral Guillot, bienvenue, bonjour. Bonjour monsieur Elkabbach. Est-ce que je peux vous demander d'abord des nouvelles des 7 otages, dont 5 Français qui ont été kidnappés au Niger? Est-ce qu'ils sont bien au nord du Mali, comme le dit Didier François? Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'ils ont quitté le Niger, qu'ils sont au Mali, que nous avons une revendication de la part d'AQMI et nous essayons d'obtenir une cartographie de cette partie nord du Mali. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Pour Est-ce qu'ils sont en vie? Pour autant que nous le sachions, oui, mais nous n'avons pas, à cette heure, de preuves formelles. Nous avons un faisceau d'indices, c'est tout. Est-ce qu'ils sont séparés, comme on l'a dit à un moment donné, ou tous ensemble, regroupés? Alors là, pour le coup, personne n'est capable de dire aujourd'hui s'ils sont séparés ou regroupés. Mais alors, qu'est-ce que vous savez? Vous avez des tas de moyens sur place et vous ne les repérez pas, vous ne les suivez pas, vous ne les observez pas. Vous nous rendez inquiets. Comme d'habitude, dès qu'il y a une prise d'otage, les armées françaises sont mises à contribution pour d'abord établir une cartographie de la zone, dans une zone qui au total est 6 fois la France. C'est un désert? Que du désert? C'est du désert de cailloux, de montagnes et de sable, avec un peu de végétation et des campements. Et des campements qui peuvent être des campements de Touaregs. Des campements de Touaregs, des campements de caravaniers, des campements de trafiquants aussi, car c'est une zone de trafic, ou des campements d'AQMI. Et c'est bien la cartographie que nous essayons d'obtenir. Alors, amiral Guillot, l'AQMI Maghreb a revendiqué l'opération contre les Français. Vous l'avez dit, revendiquer, si je comprends bien, c'est déjà une première étape. Après, c'est le contact. Et est-ce que vous êtes prêt à l'engager à tout moment si les autres se manifestent? Le contact, bien sûr, les autorités françaises sont prêtes à l'engager à tout moment. La seule difficulté que nous ayons, c'est comme d'habitude dans ce genre d'affaires, ce sont les preneurs d'otages qui sont les maîtres du temps. C'est incroyable. Les Occidentaux sont aujourd'hui dépendants des preneurs d'otages, prêts à leur céder en toutes circonstances. Absolument pas prêts à leur céder en toutes circonstances. Et la France, comme d'autres pays, l'a d'ailleurs montré des fois précédentes, un certain nombre de fois. Alors, Al-Qaïda a mis en garde hier la France contre toute action militaire. Ce matin, amiral Guillot, après 4 conseils de défense à l'Élysée, la France envisage-t-elle une intervention militaire? L'intervention militaire n'est pas, à l'instant où je vous parle, à l'ordre du jour. Pour l'instant, nous établissons la situation dans l'urgence, comme à chaque prise d'otage, et les forces militaires sont là en soutien de notre diplomatie. Donc vous dites dans l'instant, c'est-à-dire que ce qui est valable là, aujourd'hui, maintenant, ne le sera pas forcément demain ou après-demain? Tout dépend, d'une part, bien sûr, des décisions du président de la République, juge suprême en la matière, mais aussi de son évaluation de la situation en fonction de son évolution. On va être un peu précis. Hier, au Mali, Brice Hortefeux a exclu, à ce stade, dit-il, toute intervention militaire. À ce stade, là aussi, ça peut évoluer. À ce stade, c'est la façon qu'utilisent les diplomates, effectivement, pour dire qu'à l'instant où l'on parle, c'est la vérité pure, mais qu'on ne peut pas préjuger de l'évolution. Et il a ajouté toute intervention militaire terrestre. Est-ce qu'il y a un moyen différent? Est-ce que vous allez les atteindre par frappe aérienne? Je pense que le ministre de l'Intérieur voulait bien parler d'une intervention militaire. Donc aujourd'hui, l'option militaire n'est pas impossible. Elle reste envisageable. L'option militaire reste envisageable. Pour autant, à l'instant où je vous parle, la vie des otages n'est pas directement menacée. Nous attendons donc d'avoir un canal de communication. Mais ça, vous l'aurez peut-être. Si, par exemple, les preneurs d'otages tuaient un otage pour vous envoyer un signal, qu'est-ce que vous feriez? Je pense qu'immédiatement, un nouveau Conseil de défense serait réuni par le président de la République pour évaluer les conséquences. Je ne peux pas vous en dire plus, évidemment. Il y a donc un seuil d'inacceptable. Il y a toujours un seuil d'inacceptable. Afghanistan, mes 2 confrères de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, est-ce qu'ils ont un bon moral? Nous avons un canal de communication qui fait que nous avons eu des preuves de vie diverses. Personne ne les a vus jusqu'ici. Personne ne les a vus. Mais est-ce que, par exemple, amiral Guillot, est-ce qu'on a pu leur téléphoner? Est-ce qu'ils ont appelé? Ou est-ce qu'on peut les joindre? Est-ce qu'on leur a parlé au téléphone? On a pu leur parler au téléphone. Nous avons eu également d'autres preuves de vie qui montrent qu'ils tiennent courageusement le choc. Qu'est-ce qu'ils disent quand on leur parle? Ça, je n'étais pas présent à cet entretien, mais manifestement, outre le relais des revendications de leurs ravisseurs, le moral était bon. Et donc, ils supportent, ils résistent, nos confrères. Ils résistent. Le canal de négociation entre la DGSE et les talibans fonctionne, peut-être pas en continu, mais vous nous dites qu'il fonctionne. Est-ce qu'ils réclament, les talibans, de l'argent?
Ils réclament, comme souvent, plein de choses. Il peut y avoir des exigences financières, des exigences de libération d'un certain nombre des leurs dans différents endroits du monde, des exigences de retrait, par exemple, unilatéral d'une zone ou d'une autre. Est-ce qu'on reverra libérer dans quelques semaines nos deux amis? Et disons par exemple avant Noël. C'est un espoir raisonnable, oui. Le canal de communication fonctionne bien, je vous l'ai dit. C'est donc qu'on peut négocier. Vous êtes plus inquiet pour ce qui se passe au Niger? Non, je reste sur le qui-vive pour ce qui se passe au Niger. Les preneurs d'otages réclament quelquefois des libérations de détenus, vous l'avez dit, ou des rançons. Est-ce que, comme les Espagnols et d'autres, la France est disposée à payer? Le président de la République, lors du discours des ambassadeurs, au mois d'août, a dit que payer des rançons ne pouvait pas être une stratégie durable. Ensuite, tout est une question de circonstances. Il n'y a pas deux prises d'otages identiques. Nous nous adaptons. Est-ce qu'il est vrai qu'en 3 ans, le niveau des rançons a augmenté? On dit que, par exemple, il y a 3 ans, c'était 1 million par otage et qu'aujourd'hui, c'est 5 à 6 millions. Alors, je suis convaincu que les chiffres sont faux, mais oui, le niveau a augmenté. Longtemps, à la tête de la marine, vous êtes un des grands experts au monde, amiral Guillot, de la lutte contre les pirates. Les 3 Français capturés au large du Nigeria, où sont-ils? Sont-ils en vie? Alors, les 3 Français capturés au large du Nigeria, c'est vraiment une piraterie que je qualifierais de tribalo-mafieuse. Il y a régulièrement des attaques de ces navires de soutien aux plateformes pétrolières, pas seulement français, faites par quelques tribus qui trouvent que la manne pétrolière n'est pas bien répartie et qui exigent de l'argent. Jusqu'à présent, sans exception, quels que soient les pays touchés, ça s'est toujours bien terminé. Mais il y a des actes de piraterie, on voit bien qu'ils vont se multiplier, que ça va durer. Est-ce que c'est un business profitable, la piraterie? Oui, c'est manifestement un business profitable. C'est bien comme ça que ça se passe en Somalie. Et qui sont les commanditaires? Souvent des hommes d'affaires locaux qui acceptent éventuellement de voir leurs pirates faits prisonniers, mais qui trouvent que le rapport financier est formidable. La solution, elle est à terre ou en mer? Comme toujours en matière de piraterie, la solution est à terre. Si ces pays arrivent à se développer, les gens n'auront plus besoin d'avoir ce genre d'activité. Encore 2 questions. Obtenez-vous la coopération des services secrets des pays africains, du Maghreb, de l'Algérie, qui réclament qu'il n'y ait pas d'ingérence sur leur territoire parce qu'ils sont souverains? Ces pays sont absolument souverains. Tout ce que nous faisons, depuis la coopération entre services jusqu'au stationnement de nos avions, se fait en pleine coopération avec le plein accord de ces pays. Donc ils luttent avec vous contre le terrorisme? Absolument. C'est-à-dire que chez eux, vous dites bien que nous ne sommes pas chez nous? Nous sommes chez eux, avec leur accord. Dernière question, qui n'a rien à voir avec ça. À partir du 1er novembre, le président de la République va disposer d'un nouvel avion A330 pour ses déplacements à l'étranger. Je vois bien qu'on va parler du coût d'ici au 1er novembre. Mais autre chose, est-ce qu'il est vrai que contrairement aux 2 Airbus présidentiels précédents, l'A330 ne pourrait plus, en cas d'urgence, rapatrier des militaires français blessés? C'est faux. C'est très clair, c'est faux. Dans les 2 Airbus A319, il fallait embarquer ce qu'on appelle un kit morphé de médicalisation. Dans l'Airbus A330, ce kit a été vissé dans la carlingue directement. L'avion est parfaitement équipé. C'est-à-dire qu'il a les mêmes vertus que les 2 anciens Airbus qui sont en vente? Absolument. Merci d'être Merci venu. de ces précisions. Ça complète le reportage de Laure d'Autriche que vous avez entendu donc à 8h sur effectivement un début de polémique qui montait. Jean-Pierre, dimanche, on vous retrouve avec Fabien Amias et Christine Lagarde, l'économie, les finances, la fiscalité, le G20, etc. À dimanche.